bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Allaiter, ça creuse. Mais entre les conseils foireux de Tata Brigitte, mange pour deux, bois du lait, tu produiras plus de lait, et les mythes qui circulent, le chou, c'est fini pour toi, on s'y perd vite. Alors, qu'est-ce qu'on mange vraiment quand on allaite ? Spoiler alerte, non, il n'y a pas d'aliment magique pour faire du lait. Mais oui, ce que l'on met dans son assiette peut faire toute la différence sur l'énergie, la récupération et même un peu la lactation. On en a déjà un peu parlé dans l'épisode 2, la composition du lait maternel avec Stéphanie, diététicienne pédiatrique et du postpartum alias Fit Good Nutrition sur Instagram. Alors on mange quoi ? On évite quoi ? Et surtout, comment on fait quand on a à peine le temps d'avaler un bout de pain entre deux tétées ? Pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie, l'une des deux fondatrices de Jolie Mama, une marque qu'on adore et qui nourrit les mamans autant que leurs bébés avec des produits pensés pour l'allaitement et le postpartum. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Bienvenue Marie. Moi je suis trop contente car depuis le début de ma première grossesse, j'utilise Jolie Mama dans mon quotidien et c'est bon, c'est sain, c'est varié, j'adore. Et la même ici. Moi je vous ai découvert en 2020, pareil, premier bébé, et j'avais acheté vos carrés allaitement et c'était trop mon réconfort en fait à la reprise du travail. J'allais en manger un dans mon casier chaque fois que j'étais un peu triste. Et ben du coup, Marie, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton parcours, ton travail, ton histoire d'allaitement, peut-être au pluriel, ou de ton non-allaitement. Super. Eh ben écoute, donc je suis Marie, je suis une des deux cofondatrices derrière Jolie Mama. J'ai trois petites filles, de maintenant 8, 5 et 3 ans, que j'ai toutes allaitées. La première un peu par hasard, parce que je ne prévoyais pas d'allaiter. Puis finalement, les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et la deuxième, forte de ce premier allaitement, je l'ai allaitée presque 3 ans. Et la troisième, allaitement encore en cours, elle va avoir bientôt 3 ans et je l'allaite toujours. Ah ouais, Donc, les 8 dernières années de ma vie ont été rythmées par mes grossesses et des allaitements presque continus. Tu t'es quasi jamais arrêtée, quoi. Et ouais, mais écoute, c'est vraiment fait naturellement. Donc mais je remercie énormément les personnes qui m'ont accompagnée quand j'ai été maman de ma première fille, où j'étais aux US. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Jolie Mama, parce que voilà, l'allaitement là-bas était beaucoup plus mis en avant. Il y a plein de soucis. C'est pas un pays parfait, loin de là, mais par exemple, les femmes reviennent au travail, tu vois, assez rapidement. Mais en revanche, il y a beaucoup plus de ressources pour accompagner les femmes à poursuivre leur allaitement. Voilà. Le Tire-lait Nomade, il a été créé là-bas de toute façon. Mais oui, eux, elles n'ont pas de congé maternité en fait. Donc, t'es obligée de... Et en général, elles allaitent 1 an, non ? Au moins. Et en général, elles allaitent 1 an. Et c'est vrai que moi, j'étais dans un groupe de soutien pendant toute ma grossesse avec des sages-femmes. Et c'est très encouragé. C'est quelque chose qui est un peu plus... Et c'est d'ailleurs un peu compète, c'est-à-dire que c'est un peu pour ça que je me suis mis dedans, c'est qu'en fait, quand tu as toutes tes copines qui te disent « Ah bah moi, je vais allaiter », et puis après, quand je retourne au travail, évidemment, je vais tirer mon lait. Moi, j'avais ma manager qui me dit « Bon, tu bookes une pumping room, tu te mets tes pumping sessions dans ton calendrier. » Je me dis « Bah oui, en fait, moi, je suis bonne élève, je fais le truc, quoi. » Donc, mais voilà, et après, j'ai un peu fait comme ça, un jour après l'autre. Voilà, donc 8 ans d'allaitement, de grossesse, et puis en même temps, 4e bébé avec mon associée Margot, Jolie Mama, qu'on a construit maintenant depuis 2002. On a commencé à travailler là-dessus en 2018. D'accord. Et alors, pourquoi tu as créé Jolie Mama, du coup ?
Alors, j'avais vraiment très envie, lors de ma première grossesse, enfin surtout mon premier postpartum, pour moi, ça a été une énorme claque, notamment le retour au travail, l'allaitement. J'ai eu une dépression du postpartum assez forte et j'avais envie en fait, d'aider à ma façon, à mon échelle, les autres femmes, les autres mères qui traversaient ça. Parce que je me disais: «Je j'ai pas été assez préparée». Et bon, il existait là-bas, des marques, justement de nutrition pour soutenir les mères durant ces périodes, notamment pendant l'allaitement, mais aussi la grossesse, sous forme de snacks. Je trouvais ça très intéressant et du coup, j'ai regardé et ça n'existait pas en Europe et je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien lancer ça» et j'en ai parlé à Margot, qui est une amie de mon mari de très longue date et qui, elle avait déjà, 3 enfants, donc elle était entre guillemets, c'était pour moi la testeuse parfaite, quoi. Et je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu en penses quoi? Est-ce que c'est un truc que tu achèterais?» Elle m'a dit: «Bah, oui, évidemment. Enfin, moi, j'ai eu énormément de fringales pendant mes grossesses. Je mangeais n'importe quoi en postpartum. J'aurais adoré avoir des snacks qui soient adaptés, qui soient sains, et qui soient bourrés de nutriments, plutôt que de me ruer sur, des trucs au chocolat, un peu crades avec plein de sucre». Donc, on a lancé ça à 2 en 2018. Enfin, en 2019, c'est le lancement officiel. Et en fait, très vite, on s'est aperçues toutes les 2 que la nutrition était, une partie tellement importante, du bien-être de la maman, à la fois pendant la grossesse, mais aussi bien après, et que ça avait des conséquences sur le long terme, pour sa santé. Mais aussi la santé de son bébé. On parle beaucoup des 1000 premiers jours, mais ça commence dans le ventre, ça commence même avant. Et on a commencé un peu à dérouler les pelotes. On a lancé d'abord des snacks pour l'allaitement, puis au fur et à mesure, on a fait des snacks pour la grossesse. Et après, on avait toute cette vision de: on va faire on va créer un endroit où on retrouve, plein de produits, pour accompagner toutes ces périodes sensibles et extrêmement importantes, avec des produits adaptés sous des formats différents, parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles, on n'a pas toutes les mêmes besoins, les mêmes envies. On n'a pas aussi toujours envie de prendre des compléments alimentaires, et puis on n'a pas toutes besoin d'ailleurs de prendre des compléments alimentaires tout le temps. Il faut adapter, il faut proposer quelque chose de très personnalisé. Donc c'est comme ça qu'on a, voilà, déroulé au fur et à mesure des années. Alors aujourd'hui, on a fait appel à toi. On voulait faire un petit sujet besoins nutritionnels pendant l'allaitement. Donc on se recentre un peu sur l'allaitement. Et on y va. Alors, allaiter, ça brûle combien de calories? Ah bah. Alors, je crois qu'on lit plein de trucs. Moi, j'ai déjà lu 300, j'ai déjà lu 500, et il y a pas longtemps, j'ai lu 900 calories, toujours plus. Moi, je sais que cet argument, il revient souvent. Non, c'est trop bien d'allaiter, ça fait perdre du poids. Bof. Mais en vrai, en vrai, alors oui, allaiter, ça mobilise vos réserves, ça brûle des calories si on veut, mais ça va surtout dépendre de plusieurs facteurs, cette quantité de calories brûlées. Notamment donc l'âge du bébé. Plus il est jeune et tète fréquemment, plus la dépense calorique est élevée du coup. Et aussi la quantité de lait produite. Une maman qui allaite exclusivement brûle plus de calories qu'une maman qui allaite partiellement. Mais vraiment, c'est hyper variable. Chaque femme réagit différemment en fonction de son corps et de son niveau d'activité et de son allaitement. Moi, par exemple, à mon premier, j'ai fondu, Dieu merci, j'ai pu rentrer dans ma robe de mariée. Là, clairement, avec Simone, ma deuxième, je rentre toujours pas dans ma robe de mariée. Elle a 1 an et demi. Mais voilà, c'est hyper variable. Donc oui, c'est pas mal d'allaiter pour brûler des calories si on veut, les besoins augmentent, mais dans le même temps, il y a un métabolisme en fait qui vient s'adapter pour améliorer l'absorption des nutriments. Il y a un jeu hormonal qui est modifié. Quand on allaite, le corps va utiliser des réserves de graisse stockées pendant la grossesse pour fournir l'énergie supplémentaire. Mais quand on s'occupe d'un bébé H24, on devient plus sédentaire, on diminue son activité physique. Donc en fait, c'est une balance. Donc allaiter ne fait pas forcément perdre du poids. On n'allaite pas évidemment pour perdre du poids, mais il faut quand même un peu relativiser cette histoire que ça fait brûler plein de calories, parce que c'est pas tout à fait vrai. Ouais, désolée les filles, mais on peut pas dire que quand on est mère allaitante, on peut consommer 500 calories de plus par jour. Mais malheureusement, c'est ce qu'on lit un peu partout, malheureusement. Et c'est vrai qu'avec la fatigue et le manque de temps, on n'a pas le temps de vraiment être en mouvement. Et du coup, ces calories-là, ils sont pas forcément compensés en activité physique.
Et du coup, ce qu'on peut conseiller, c'est de manger à votre faim en essayant d'être attentif à ces signaux de satiété sans compter les calories théoriques en plus ou en moins. C'est très important de s'écouter, d'écouter son corps. Et ensuite, peut-être de se dire, c'est pas manger plus, c'est manger encore mieux. Et pas forcément d'ailleurs que pour son bébé, mais surtout pour soi, pour éviter la fatigue, éviter de développer des éventuelles carences, parce que le corps est bien fait, il va venir puiser dans nos réserves littéralement pour donner pour le fabriquer le lait du bébé. Donc voilà, juste faire attention encore plus, enfin attention, se prendre encore plus le temps et se dire que c'est ok de prendre soin de son alimentation. Et ouais, je pense que c'est un beau prétexte. Moi sans mes 3 grossesses, 3 allaitements, je sais pas si j'aurais développé justement cette sensibilité un peu à la nutrition, et si quelque part ça va me donner un peu une meilleure santé. C'est l'occasion en fait de prendre soin de sa santé à long terme. Et donc là, on en a parlé un petit peu. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Est-ce qu'il faut manger pour 2 comme pendant la grossesse ? Alors même pendant la grossesse, faut pas manger pour 2, faut manger 2 fois mieux, mais pas 2 fois plus. Donc on le répète, on mange équilibré, on mange varié pour apporter le plus de nutriments possible, idéalement peu transformés. On mange en fonction de sa faim, de ses envies, de son temps. On sait que des fois c'est un peu compliqué de se préparer un petit poke bowl avec un nouveau-né dans les bras. Mais justement, c'est pour ça qu'on est avec Marie aujourd'hui, parce que elle va nous apporter des solutions, on en est sûr. Alors, je pense que effectivement, le postpartum, ça peut être un peu une période difficile. Trouver le temps de se faire à manger, c'est quasi impossible. Donc, c'est vraiment, en fait, prévoir les choses en avance, se faire un peu un système. Il y en a qui font des meals, qui préparent leur repas pour la première semaine, qui les congèlent. D'autres qui demandent à leur famille de leur apporter des plats tout faits. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête les premiers jours et manger en fait ce qui est disponible. Les bouillons aussi, c'est vraiment un sauveur pour se reminéraliser, faire le plein de collagène, mieux récupérer, bien s'hydrater. Donc voilà, c'est prendre aussi, avoir des petits snacks un peu sous la main qui soient sains. Alors, les bons gras, des petits oléagineux tout simples, un peu de chocolat noir, nos snacks ou d'autres si vous n'avez pas forcément envie de vous préparer des barres maison. Et je pense qu'il faut se dire que c'est pas non plus le moment pour moi de se restreindre ou de compter les calories. Quand on a des fringales pendant l'allaitement et en postpartum, je pense que c'est un signal du corps qu'il faut prendre le temps pour s'alimenter et vraiment réécouter ses sensations. Je pense que c'est vraiment important. Et voilà, après, dans les tips, toujours avoir un peu une petite installation là où vous vous mettez pour allaiter, avec un petit plateau, avec oui, ou une petite dessert. Ouais. Exactement. Avec de l'eau, évidemment, quelques snacks à grignoter facilement, éventuellement une petite bouillotte. Enfin, voilà, ça c'est... Oui, c'est des bons conseils. Ça, c'est vrai qu'à l'été, ça creuse. Au début, on a tout le temps faim et on recommande pas de régime restrictif, surtout pas au début du postpartum où tu viens d'accoucher, où tu dors pas, où t'es KO. Là, c'est pas vraiment la priorité. Faut laisser son corps se reposer, récupérer et cicatriser. Et pour ça, on a besoin de l'alimentation. C'est juste super idée de ce dont on a parlé, de se faire apporter des petits plats, de congeler, et sinon, si on sait pas faire à manger, Picard est ton ami. Parce que moi, je crois que sur les premiers mois, j'ai un peu honte, mais j'ai longtemps mangé des soupes en sachet ou juste un bouillon cube dans de l'eau chaude avec des pâtes alphabet. Parce que je mangeais debout avec le bébé à bras. C'était un peu régressif. Et non, mais franchement, du coup, j'avais 0 vitamine dans mon alimentation. Ouais, alors moi, par contre, mes parents ramenaient des trucs tout faits. Paye ton bœuf bourguignon quand tu viens d'accoucher, que t'as pas t'as envie d'un truc un peu plus frais, healthy. Voilà, faut faire ta petite liste de ce que tu veux, je pense. Mais... un petit cassoulet. Voilà, ouais, il y a eu ça aussi dans le poulet basquez, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est super, hein, mais... Ce qui est bien, c'est qu'il y avait des protéines. C'est vrai que les protéines, c'est critique pendant cette phase-là, donc ça, c'est bien.
Donc on en arrive à mythe ou réalité numéro 2. Donc si, comme moi, tes parents t'apportent du cassoulet ou du couscous, est-ce que l'allaitement fait-il maigrir? Bon, alors l'allaitement peut aider à perdre du poids, ça c'est vrai, mais c'est pas systématique. Cela dépend de plusieurs choses. Donc en effet, on vient de voir que l'allaitement brûle environ 300 à 500 calories par jour, surtout en cas d'allaitement exclusif, ça ok. Mais quand on allaite, on favorise la libération d'ocytocine et cette hormone favorise aussi la contraction de l'utérus et aide à retrouver plus rapidement son volume initial, mais ça ne nous fait pas perdre 15 kilos d'un coup. Et le corps utilise les graisses stockées, donc ce qu'on a fait en réserve pendant la grossesse si on a pris quand même du poids. En général, on prend environ 12 kilos pendant la grossesse. Et donc, le corps l'utilise pour produire le lait. Mais pourquoi certaines mamans ne perdent pas ce poids ou même en prennent? Donc déjà parce que l'allaitement, ça peut augmenter l'appétit. C'est lié à la prolactine, l'hormone de la lactation. Et il y a certaines mamans, on en a parlé, le fait d'être plus sédentaire, on va finalement consommer plus de calories que ce qu'on va dépenser. Il y a aussi le fait que chaque femme va réagir différemment. On est dans un climat hormonal qui est différent du non-allaitement. Et ça peut arriver que l'allaitement, ça fasse stocker, en fait. Il y a chez certaines l'organisme qui va garder des réserves pour maintenir la production de lait. Et à côté de ça, on en a également parlé, la fatigue et le rythme avec le bébé, ça peut augmenter les fringales et encore une fois, ça peut limiter le mouvement. Et toi, Marie, tu avais pris du poids dans tes grossesses, tu avais réussi à... Énormément. Moi, je suis plutôt un petit gabarit. J'ai toujours été relativement fine et j'ai pris 25 kilos pour ma première grossesse. J'avais vraiment envie que de pâtes. Et bon, j'avais été un peu... clairement, mes sages-femmes m'avaient dit, oula, là, il faut vraiment que vous vous calmiez, vous mangez trop. C'était très culpabilisant. C'était une période un peu difficile. Et puis, je pense que paradoxalement, j'étais en fait très, très carencée, quoi. J'avais pas vraiment, à l'époque, j'avais pas pris de multivitamines pendant la grossesse, juste de l'acide folique en début de grossesse. Je mangeais pas forcément très bien. Et la deuxième, pareil, alors un peu moins, un peu prise de poids un peu moindre. Mais j'avais vraiment absolument tout perdu au bout de un an d'allaitement. Et la troisième, du coup, ma sage-femme et mon médecin, mon gynécologue m'avaient complètement laissé tranquille parce qu'ils avaient vu qu'à chaque fois, je revenais à mon poids, entre guillemets, de départ. Et moi, je pense vraiment, après, j'ai un métabolisme qui est assez rapide, on va dire. Mais je pense que quelque part, chez moi, en tout cas, mon corps savait que voilà, il se préparait à l'allaitement, il stockait beaucoup, mais c'est vrai que je me dis heureusement que j'avais pris tout ce poids après, parce que pour mes 2 derniers allaitements où j'ai allaité 3 ans non-stop, euh, c'est vrai que si j'avais commencé avec mon poids de départ, ça aurait été un peu plus compliqué. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu un voyage pour moi parce que j'ai arrêté de me focaliser sur le poids. Et au fur et à mesure de mes grossesses et de mes allaitements, je me suis de plus en plus focalisée sur la nutrition et, et comment je peux faire du bien à mon corps et comment la nourriture est, bien sûr, c'est du plaisir, mais c'est aussi prendre soin de soi. Et ça m'a aidée pour la 3e grossesse où j'ai encore repris beaucoup de poids, à me dire, en fait, c'est OK, tu manges très bien, tu fais attention à ton alimentation, c'est ton corps qui est fait comme ça et tu perdras le poids quand tu le perdras et c'est OK, il faut se laisser le temps, quoi. Je pense que c'est ça la clé. C'est vrai que je pense que les femmes, elles gardent quand même un peu de kilos en plus après leur grossesse, quoi qu'il arrive. Mais à la base, ils sont là pour une raison, ces kilos. Et on l'a dit, c'est tes réserves pour résister à ce tsunami, à cette fatigue et potentiellement pour t'aider à nourrir ton enfant. Alors c'est dur parce nous, on a grandi dans les années 90 avec une injonction à la minceur qui est quand même costaud. Donc voilà, vraiment rappeler que ces kilos de grossesse qui restent, oui, ils sont vraiment là pour une raison. Tu l'as très bien dit, c'est le corps qui sait en fait, qui fait ces réserves-là. Alors hors problème de santé évidemment, mais si tout va bien, les réserves de graisse entre guillemets, sans diabète ou hypothyroïdie aussi. Souvent, on a des dysthyroïdies non diagnostiquées avant. Enfin, on dose pas forcément la TSH pendant la grossesse et même après. Et du coup,
on prend du poids même en postpartum et on ne sait pas pourquoi alors qu'on mange plutôt équilibré, etc. Donc n'hésitez pas à faire le point avec votre médecin en tout cas pour ces points-là de poids, et lâchez-vous les baskets avec votre poids, kiffez votre postpartum, mangez ce que vous voulez, écoutez-vous, mais vraiment... on s'en fout, hein. Sauf si vous avez comme moi une échéance où à 5 mois de mon bébé, je devais rentrer dans ma robe de mariée que j'avais essayée mais bien avant d'être enceinte. Là, c'était le gros stress. Mais sinon, non, faut pas se focus sur le poids. Vous avez créé la vie, vous nourrissez la vie. Donc, foutez-vous la paix, quoi. Voilà. Et on l'a dit, pour se faire du bien, l'idée, c'est de vraiment prioriser certains aliments. En fait, voilà, l'idée, vraiment, on s'en fout de perdre du poids. Par contre, on essaie de manger 2 fois mieux. Et pour ça, on va privilégier, alors on va faire un peu la liste, hein, mais dans un premier temps, les protéines, tu en as parlé tout à l'heure. Les protéines, en fait, c'est méga important. C'est essentiel pour la production du lait et la récupération en postpartum. On les trouve dans quoi ? Dans les viandes maigres, les viandes blanches, les poissons, les œufs, les légumineuses. Ça, les légumineuses, ça peut être votre ami, votre meilleur ami dans votre postpartum. C'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges. C'est vraiment super pour la santé. Après, on trouve des protéines aussi dans les produits laitiers, dans le tofu, dans les oléagineux. Tu en as parlé tout à l'heure, Marie. Donc, c'est tout ce qui est fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes. Ça, c'est hyper sain en encas quand tu as une fringale. Tu peux mettre ça sur ton petit plateau, ta petite desserte à côté de ton coin d'allaitement. C'est hyper bon. Après, donc, on a besoin d'acides gras oméga 3, le fameux DHA. Et pourquoi ? Parce que ça favorise le développement cérébral du bébé et ça réduit l'inflammation chez la maman. On les trouve dans les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, dans les graines de lin, dans les noix et dans l'huile de colza principalement. Et le DHA, moi j'en prends en complément alimentaire Jolie Mama, Marie. C'est pas mal parce que c'est vrai que dans notre alimentation, on n'en a pas forcément assez en apport. Et donc en complément, je pense que ça peut être, s'il y a bien au moins un complément à avoir, je pense, arrête-moi si je me trompe, c'est vraiment la DHA. Complètement, surtout si... pendant le postpartum, à la grossesse, oui, et pendant le postpartum aussi. Et si vous êtes en allaitement long, c'est vraiment important de supplémenter, notamment si vous n'aimez pas trop les petits poissons, vous n'en prenez pas beaucoup pendant la semaine. Ensuite, on a besoin de calcium. Pourquoi, Hélène ? Indispensable pour la solidité des os. Alors, on a tendance à y penser parce qu'on dit oui, je fais du lait, donc comme le calcium, il y en a dans le lait, il faut que je me supplémente en calcium. Alors, donc il faut savoir que la réserve de calcium de la mère est quand même protégée quand elle allaite, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui passe dans le lait, c'est réabsorbé, donc elle a une meilleure absorption du calcium. Donc, on peut retenir ça. En revanche, quand on part sur un allaitement long, ce qui a été notre cas à toutes les 3, là, ça peut quand même être intéressant de se supplémenter. Et tu nous avais noté d'autres cas, Marie, où ça peut être bien. Oui, alors donc, du coup, en cas de co-allaitement, donc si vous allaitez 2 bébés ou plus, en cas d'allaitement durant la grossesse, et si vous êtes enceinte et que vous avez moins de 25 ans. Et on rappelle en fait que le calcium, c'est important de se supplémenter s'il y a un risque de carence, puisque c'est vraiment pour prévenir l'ostéoporose qui peut toute nous concerner potentiellement un jour. C'est une perte de densité osseuse. Et alors, on trouve où ce calcium, Hélène ? On l'a dit, dans les produits laitiers. Mais pas que. Non, il y en a aussi dans les amandes. Donc, on avait parlé des oléagineux, comme ça vous faites protéines et calcium en même temps. Dans les légumes verts, les brocolis, le chou kale, si on est un peu bobo. Le chou kale, j'ai vu qu'ils en vendaient à Picard. Ah ouais. Je vais aller chez Picard. Non, parce qu'à l'époque où j'habitais à Paris, ça se trouvait assez facilement au supermarché. Alors que maintenant qu'on habite dans le Pas-de-Calais, ça n'existe plus. Voilà. Les sardines également, pareil, on revient sur notre DHA. Là, c'est sardines, du coup, il y a du calcium avec, mais il faut manger les arêtes. Mais bon, ça se mange bien. Moi, je peux les laisser en rillettes. Ouais, mais de toute façon, ça... Enfin bref, moi, ça, je les mange. Toujours le tofu et les bouillons d'eau, tu nous as noté... d'os. Tout ce qui est bouillon, les fameux bouillons que tu fais avec des os, en fait, ils vont être... en tout cas, source de calcium. Leur teneur en minéraux est assez importante. C'est très difficile d'avoir exactement les valeurs. La plupart des fabricants ne le mesurent pas. Mais ça peut être un bon soutien, en tout cas.
Ce qui est important aussi, c'est de faire de l'exercice, notamment des sports en charge, comme on dit, des sports d'impact. Bon, après, on fait attention à son périnée en postpartum immédiat, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que marcher, faire du vélo, danser, etc., ça te permet de renforcer tes os. Donc ça, c'est vrai qu'en plus de l'alimentation, faire un sport en charge, et ça, vous pouvez le dire aussi à vos mamies qui sont sujettes à l'ostéoporose, il faut bouger. Ce que vous disiez sur la supplémentation en calcium, je pense que c'est de toute façon quelque chose à voir avec son médecin. Euh, mais normalement, c'est vrai que, sauf cas un petit peu exceptionnel, si vous faites attention à vos apports en calcium dans l'alimentation, vous devriez être OK. Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi se supplémenter en vitamine D, ce qui permettra de fixer le calcium. Parfois, prendre un complément avec avec de la vitamine K, ça va décupler l'effet de la vitamine D. Mais voilà, il faut faire attention aussi en fonction de son historique. Moi, je sais que j'ai une maman qui a eu de l'ostéoporose avec 3 allaitements longs. Je fais particulièrement attention à ça. Et voilà, je ne prends pas de produits laitiers, mais je fais vraiment attention à mes apports en calcium par ailleurs. Oui, parce que pareil, en termes de compléments alimentaires, il faut faire quand même attention au surdosage en calcium qui peut entraîner des symptômes assez importants. Du coup, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de voir ça avec un médecin ou diététicien pour pouvoir faire le point et pas faire n'importe quoi, des surdosages ou être complètement carencé, parce que c'est pareil, l'hypocalcémie entraîne des symptômes. Et donc voilà, faire le point avec un spécialiste, je pense que c'est pas mal plutôt que d'essayer toute seule ses propres petites recettes, etc. Parce que dans l'alimentation, le calcium est quand même méga présent. Même dans les frites, il y a du calcium. Donc vraiment, la complémentation en calcium, je pense qu'elle peut être quand même avisée. Ouais, il faut faire attention, notamment pendant la grossesse. Donc, si vous pouvez. Et moi, je sais que mon médecin m'avait fait écrire une liste pendant une semaine pour me dire, OK, tu peux me décrire un peu ton alimentation, etc., pour qu'on puisse mesurer en fait combien je prenais de calcium par Ouais, semaine. en fait, il y a un questionnaire calcique. On fait ça aussi dans l'épisode de l'ostéoporose. Et du coup, en fait, ça te calcule combien tu as d'apport en grammes de calcium par semaine ou par jour. Et donc, pour voir un petit peu, c'est assez représentatif pour voir s'il y a besoin d'une supplémentation ou pas, justement. Alors, et après le calcium, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a besoin? Enfin, à quoi on fait attention? Au fer, puisque quand on accouche, je vais l'apprendre à personne, on perd un peu de sang. Et donc, il y a un risque d'anémie, donc de perte de fer et de fatigue, et en particulier après l'accouchement. Alors, où est-ce qu'on va le trouver, ce fer? Dans les viandes rouges, dans les lentilles, les épinards, les pois chiches. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de l'associer avec la vitamine C pour mieux l'absorber, parce que la vitamine C favorise le transport du fer et on limite surtout le thé et le café qui bloquent ce transport du fer. Alors, souvent, pendant la grossesse et après, on peut être amené à vous prescrire du fer qui est remboursé par la sécurité sociale, qui est malheureusement un sulfate ferreux et qui est souvent très mal toléré, c'est constipant, c'est pas bien absorbé. Comme c'est pas bien absorbé, il faut mettre des gros dosages pour en absorber un tout petit peu, et c'est ça qui fait que ça donne mal au ventre. Et moi, je faisais des malaises. Ah, c'est horrible. Ouais. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est horrible. Et alors, malheureusement, pas remboursé par la Sécu, mais il y a des solutions, et je crois que vous en proposez une chez Jolie Mama. Donc nous, effectivement, on a un complément 100% bisglycinate de fer. Donc c'est un fer qui est très bien absorbé. Il y a d'ailleurs des études, notamment pendant la grossesse, qui montrent que c'est une forme très, très intéressante et sans aucun effet secondaire. Donc c'est doublement bien, c'est-à-dire que c'est très bien absorbé avec une haute biodisponibilité et en plus il y a aucun effet secondaire. Donc ça, voilà, c'est le fer parfait. Après, c'est vrai que comme le calcium, le fer, pour le coup, il faut vraiment faire une analyse, une prise de sang pour vérifier les niveaux, parce que c'est pas un complément qu'on peut prendre comme ça en se disant: «Ah, je pense que je suis fatiguée, ça doit être le fer, je vais prendre, en l'occurrence Iron Mama ou un autre complément fer». Voilà, il faut vraiment faire attention déjà parce que trop de fer, c'est pas bon, et ensuite parce que même si vous êtes carencé, vous n'allez pas forcément avoir la bonne dose si vous ne dosez pas, votre,
vos besoins en fer. Et donc après le fer, il y a les vitamines du groupe B, donc B12, B6, B9, ça c'est le fameux acide folique qu'on nous demande de prendre au début de la grossesse. Mais pareil, moi ce que je conseille c'est de le prendre tout le long de la grossesse et même après en postpartum et d'autant plus pendant l'allaitement. Et pourquoi ces vitamines sont importantes? Parce qu'elles soutiennent la production des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. Et on les trouve dans quoi? Dans les viandes, les poissons, les œufs, la levure de bière, les légumes verts et les légumineuses. On vous a dit tout à l'heure qu'elle devait être votre meilleure amie pendant votre postpartum et même pendant votre grossesse. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Je crois qu'en vrai, il faut manger équilibré. Et donc après la vitamine B, il y a quoi comme vitamine? Là, non. Oui, la vitamine D. Alors, on t'en avait parlé tout à l'heure, Marie, ça favorise l'absorption du calcium, donc important la vitamine D également. On en revient toujours à la prévention de l'ostéoporose. Alors, la vitamine D, on la trouve dans le soleil, parce que quand on s'expose au soleil, on autosynthétise sa vitamine D. Et malheureusement, il n'y en a pas toute l'année, puisqu'on vit encore une fois dans le Pas-de-Calais. Voilà, il y en a ailleurs. Marie, elle habite à Zurich. Est-ce qu'il y a autant de soleil que dans le Pas-de-Calais? Je ne sais pas. Oui, je pense. Après, il a fait très beau cette semaine, mais pas de quoi s'exposer les bras. Et surtout qu'en fait, pour synthétiser la vitamine D, il faut, dès qu'il y a du soleil, être en petite tenue, en fait. Et c'est ça notre problème. Quand il fait 5 degrés, c'est un peu chaud. Il fait beau, mais il fait froid. Donc on en trouve quand même dans l'alimentation, dans les poissons gras dont on a parlé tout à l'heure, dans les œufs, dans certains champignons. On va quand même souvent recommander une supplémentation. Toi, Cassandre, en tant que médecin généraliste... on est tous carencés dans leur Pas-de-Calais, évidemment. Mais... Donc là, la supplémentation, elle peut être intéressante. Alors, Marie, pareil, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc souvent, les médecins vont être amenés à prescrire des grosses doses qu'on va prendre tous les mois, tous les 3 mois. Finalement, c'est pas forcément la meilleure façon de fixer la vitamine D. Moi, je préfère conseiller tous les jours. Quotidiennement, après, bien pas sûr. forcément. Après, voilà, faut voir l'observance si on arrive à en prendre tous les jours. Après, si tu oublies une fois ou deux dans ta semaine, c'est pas non plus hyper grave. Ouais, j'oublie même de donner les ampoules, en fait. Donc, on est vraiment au point zéro de l'observance dans mon cas. Ok, je fais des ordres pour rien. C'est cool. Non, mais si je les prends après. Je pense que c'est une habitude. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit coin où je mets ma vitamine D, la vitamine D des enfants. Et je prends aussi avec mon magnésium le soir. Donc, c'est vrai que prendre la vitamine D avec du magnésium, c'est des cofacteurs. Donc, ça permet vraiment de faciliter l'absorption. Nous, on conseille de prendre une vitamine D qui peut être couplée à la vitamine K, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est 2 formes qui marchent très bien ensemble et qui vont agir ensemble justement pour favoriser l'absorption du calcium. Alors après, on déroule. On va parler du zinc. Le zinc, c'est super. Ça permet de renforcer le système immunitaire. Bon, ça, concrètement, on prend. Et c'est également quelque chose qui favorise la cicatrisation, ce qui peut être intéressant après un accouchement, en fait. On va en trouver dans les fruits de mer. Ça, nous, on en a dans le Pas-de-Calais. Dans la viande, les graines de courge, les légumineuses, principalement. Oui, et donc en parlant de fruits de mer, on va parler d'iode aussi, c'est indispensable pour le développement du cerveau de ton bébé. Et l'idéal pour les trouver, c'est dans les produits de la mer, dans le sel iodé, dans les produits laitiers aussi, et dans les algues. Ouais. Ça dépend de quel type d'algues. Et après, les algues, c'est vrai qu'il faut faire attention. Par exemple, certains types d'algues peuvent vraiment être très, très riches en iode. Et là, il y a un risque d'en avoir trop. Donc voilà, il faut faire attention là-dessus. Mais par exemple, nous, on a un bouillon avec de la pâte miso et qui est vraiment, voilà, on conseille d'en prendre 1 par jour maximum parce que sinon, trop d'iode, c'est pas non plus très bon. Ouais, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Moi, quand j'étais enceinte, Stéphanie, que j'avais consultée à l'époque, m'avait conseillé de manger des chips d'algues en apéro de temps en temps. Et c'est vrai que c'était pas mal, c'était bon. Ouais, ça, c'est une super option, effectivement. Et alors, après, tu nous as rajouté quelque chose qui, je sais, est d'ailleurs très, très important au cœur de Stéphanie également, puisqu'elle avait, pareil, insisté pendant ma grossesse là-dessus. C'est la choline. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors la choline, c'est un nutriment qui est vraiment indispensable pour le développement du système nerveux de bébé, qui va agir avec notamment le DHA. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans les détails de comment ça marche, mais c'est très important durant la grossesse. Aussi
pour son action avec la vitamine B9, qu'on connaît plus sous le nom d'acide folique. Et puis, pendant l'allaitement aussi, les besoins sont vraiment augmentés. Pendant la grossesse, on est à 480 mg de mémoire, pendant l'allaitement, autour de 520 mg. Notre alimentation, généralement, ne couvre pas ces besoins-là, notamment si on ne prend pas forcément des œufs. Donc, ça peut être intéressant, pendant certaines périodes, d'éventuellement se complémenter en choline. Voilà. Donc là, on a fait vraiment la liste des choses auxquelles on va prêter attention. Alors, à savoir quand même que l'alimentation de la mère joue finalement peu sur la composition qualitative du lait, à part concrètement la B12, quand une femme est végane, ne consomme pas du tout de produits animaux, où là, on va avoir une carence dans le lait. Le reste, globalement, le lait, il va être produit quasiment toujours avec la même qualité de nutriments, au détriment de la mère. Donc c'est pour ça qu'on fait attention pour nous, mais c'est pour vous que vous faites attention. Pour votre bébé, en revanche, vous pouvez vous supplémenter en plein de choses. Ça va pas vraiment changer la qualité du lait, qui sera toujours qualitatif finalement. Donc vraiment, le plus important, c'est une bonne alimentation pour votre bien-être, parce que être bien dans son assiette, finalement, c'est aussi être bien dans sa tête. Oui, et la stimulation du sein, donc les tétées fréquentes et efficaces, c'est le principal moteur de la production du lait. Et ça, on en parle depuis le début de notre premier épisode, c'est le mécanisme d'offre et de la demande. Mais oui, certains aspects de l'alimentation peuvent influencer l'allaitement. Donc ce qu'il faut privilégier, c'est une alimentation équilibrée en quantité suffisante. Ça fait 1 heure qu'on le dit. Une bonne hydratation, boire selon la soif. À savoir que c'est pas utile de boire plus que de raison, c'est-à-dire buvez à votre soif avec un minimum de 1,5 litre d'eau par jour, mais voilà, allez pas boire 3 litres d'eau par jour, c'est pas parce qu'on boit plus qu'on fait plus de lait, ça marche pas. Par contre, ça peut rendre potomane, c'est-à-dire être complètement addict au fait de boire. Et il y a autre chose, on lit des fois quand on veut sevrer un bébé, alors c'est souvent sur les sevrages précoce, on va dire, enfin quand on veut sevrer dès la maternité, de dire non, buvez pas d'eau pour pas faire de lait. Alors ça ne marche pas en fait. Donc pas de restriction hydrique, ça n'a aucun lien entre le fait de boire de l'eau et de fabriquer du lait. Encore une fois, votre corps il va puiser en fait dans vos réserves pour faire du lait. Par contre, c'est au détriment de vous-même. Donc vous serez juste vous déshydraté, mais ça changera rien à la quantité de lait produite. Oui, et surtout que le lait il est produit à partir du sang, donc que tu boives plus ou moins, ça change pas plus de sang. Et donc, on le rappelle, on privilégie des aliments riches en nutriments essentiels, les protéines, les oméga 3, le fer, le calcium. On a dit tout ça déjà. T'en penses quoi, Marie ? Non, mais j'en pense que c'est vraiment l'assiette est le plus important. On parle un peu parfois de complémentation, mais tout commence dans l'assiette. Et moi, je trouve que ce qui est magique un peu durant ces périodes, comme la grossesse ou l'allaitement, c'est qu'on arrive dans ces périodes et on ne prêtait pas forcément attention avant à son alimentation. Et en fait, je trouve que ces périodes, c'est vraiment l'occasion aussi de finalement reprendre son alimentation en main, ce que je disais pour sa santé future, se donner des bonnes habitudes, aussi montrer à ses enfants des bonnes habitudes, leur transmettre le goût de se mettre à table, de manger ensemble, de cuisiner tant qu'on peut. Et tout ce que vous allez développer, apprendre durant ces périodes-là, c'est des choses que vous allez garder toute votre vie et qui vont vous servir pour rester longtemps en bonne santé. La grande question, ce pourquoi vous écoutez cet épisode aujourd'hui, je pense, c'est que manger pour optimiser son allaitement. Donc les aliments à privilégier, donc ça on le répète aussi depuis tout à l'heure, c'est la qualité de l'alimentation. Donc toujours privilégier ce qui est peu transformé, plus végétal, plus coloré, plus varié dans ton assiette. Et pour apporter à la maman allaitante tout ce dont elle a besoin. L'idéal est de composer ses repas et ses collations autour de légumes et de fruits, de protéines, animales ou végétales, mais surtout végétales, ça c'est Stéphanie, notre diététicienne préférée, qui le dit et le répète, de féculents, en pensant aux féculents complets, les pâtes complètes, le riz complet, mais aussi donc les légumineuses dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui peuvent devenir votre meilleur allié vraiment. Et aussi, c'est important, c'est d'apporter une quantité adaptée de matières grasses, privilégier les huiles végétales et non animales et idéalement issues de l'agriculture biologique. On a besoin de bon gras. Et le gras, c'est la vie. Ouais, mais le bon gras. Le bon gras, c'est la vie. Et pour cuisiner tout ça, idéalement, alors on le sait, on l'a dit, les polluants, ça passe dans le lait, donc on va faire attention aux ustensiles qu'on utilise. Idéalement, on va utiliser des ustensiles en bois. Si on peut privilégier pour les poêles l'inox, on parle beaucoup des polluants éternels depuis peu, donc
Le téflon, il vaut vraiment mieux éviter. Également, limiter au maximum le plastique, même pour la conservation, plutôt partir sur des contenants en verre. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont étudié le taux de polluants dans le lait maternel et on voit quand même sans rentrer dans le détail, on voit qu'il y a le lait a des composés qui protègent le bébé des polluants aussi. Donc, il ne faut pas, je pense, être trop stressé là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, on le rappelle que le lait est toujours bon et de toute façon, on l'a déjà développé avec... on avait fait un épisode sur le tabac et même sur l'alcool. Le bénéfice de l'allaitement, il reste de toute façon supérieur au risque. Alors là, c'est pour des polluants entre guillemets volontaires, mais même pour les polluants involontaires, oui, ça passe dans le lait. Mais votre lait reste quand même ce qu'il y a de meilleur pour votre bébé dans tous les cas, même si on est soumis à plein de perturbateurs endocriniens et autres polluants. Et alors Marie, est-ce que tu peux nous parler des snacks Jolie Mama bénéfiques pour les mères qui allaitent? Enfin, nous, on en mange tout le temps. Je pense que tu peux en manger même quand tu n'allaites pas. Mais... Oui, avec plaisir. Les snacks, alors nos snacks, en fait, c'est vraiment d'abord pensé pour booster la maman. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui cale bien, avec des bons nutriments. On prend vraiment des ingrédients très bruts. Nous, chez nous, il n'y a pas de cuisson à proprement parler des snacks, c'est-à-dire qu'on les fait, on les chauffe à basse température pendant de longues heures pour vraiment justement garder tous les nutriments, toutes les vitamines du groupe B. Et on a quelque chose de très riche nutritionnellement, qui est presque un des aliments à l'état brut finalement. Et c'est des snacks, on les a pensés aussi pour qu'ils soient pratiques. C'est vrai qu'on a toutes, pas forcément comme tu disais, on a toutes mangé en portant notre bébé sur le pouce et du coup, pas à faire tout le temps, mais voilà, ça peut être une façon aussi si on a des fringales, de manger sur le pouce tout en ayant quelque chose qui cale bien et qui soit nutritivement intéressant. Après, dans certains de ces snacks, il y a des galactogènes pour aider un peu à booster la lactation, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit comme primordial, parce que les galactogènes, déjà, tout le monde n'en a pas besoin. Donc, il faut aussi faire attention, notamment aux snacks où il y a du fenugrec dedans. Il ne faut pas les prendre juste après l'accouchement. Il faut laisser notre corps faire son boulot et s'adapter et adapter voilà, le lait à la demande du bébé. Comme tu disais, c'est le bébé. Première chose, c'est le bébé qui tète. C'est allaitement à la demande plus. Et parfois, voilà, si vous êtes dans certaines situations, vous avez demandé conseil à une conseillère en lactation IBCLC, consultante en lactation IBCLC, et que là, voilà, vous avez besoin d'un petit boost, ça peut aider, que ce soit le fenugrec ou le moringa. Mais c'est pas le focus de ça. C'est pas le focus de ces snacks. Et d'ailleurs, on a des snacks sans galactogène. Ça, c'est aussi important, qui peuvent être d'ailleurs beaucoup plus adaptés, comme je le disais, juste après l'accouchement ou si vous avez simplement pas besoin en fait de galactogène. Et alors, est-ce qu'on peut parler des bouillons de collagène, s'il te plaît? Les bouillons de collagène. Alors franchement, ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de toute maman en postpartum ou pendant l'allaitement. C'est vraiment une vraie pépite nutritionnelle. Ça va être riche en glycine, ça va être riche en collagène, donc ça va aider en fait à réparer les tissus conjonctifs abîmés lors de l'accouchement. Ça va vraiment vous aider à mieux cicatriser. Et en plus, ça contient des minéraux, ça contient d'autres nutriments, donc c'est vraiment bien pour à la fois mieux s'hydrater, reminéraliser son corps, favoriser aussi sa santé digestive. On l'a dit, accompagner la récupération du postpartum. Pendant l'allaitement, ça peut être aussi, on se fait une petite cure de bouillon. De façon aussi, si on n'a pas forcément le temps de cuisiner, on se fait une soupe toute simple et on met un bouillon dedans. Ça va l'enrichir en collagène, en protéines, et ça va vous faire quelque chose qui est très nourrissant et intéressant nutritionnellement. Les fameux galactogènes, est-ce que c'est un mythe ou c'est un vrai booster pour notre production de lait? Du coup, tu en as un peu parlé. Donc, il n'y a aujourd'hui aucune plante qui a fait une preuve d'efficacité scientifique pour augmenter la lactation. En revanche, on a des traces d'utilisation traditionnelle, donc pas mal de plantes qu'on va utiliser dans cette indication. Mais tu l'as très bien dit, Marie, c'est pas la priorité si on veut augmenter sa lactation d'aller consommer des galactogènes, c'est vraiment de mettre bébé au sein. Le galactogène, en fait, il va peut-être plutôt avoir en effet
ce côté, tu le disais, le moringa qui apporte beaucoup de nutriments, donc plutôt le côté nutritif en fait. On parle des fois de la levure de bière qui est riche en vitamine B, on retrouve l'avoine donc, qui va apporter du fer, qui peut apporter de l'énergie, il y a les fruits secs et les oléagineux, on en a parlé plus tôt, où là en fait oui, ça apporte des protéines, ça apporte la DHA, enfin voilà, c'est peut-être plus en fait finalement sur l'apport nutritionnel que sur le côté augmentation de la sécrétion lactée, parce que ça on peut pas l'affirmer, mais en effet c'est le côté réconfort. Et moi je sais que j'avais donc des snacks à l'époque où j'avais repris le travail beaucoup trop tôt pour mon fils et en plein confinement accessoirement, bref c'était pas drôle, et donc j'avais c'était un verre je crois, et un au chocolat, et donc je crois qu'il y avait des galactogènes dedans, mais c'était plus vraiment le côté réconfort du truc, de me dire que je mangeais quelque chose de c'était le côté bon, pas transformé, je savais que ça avait vraiment l'impression de me faire du bien encore, et puis c'était bon au goût quoi. Et puis je me disais c'est pour mon bébé, alors qu'en fait pas du tout, c'était pour moi. mais voilà, mais c'est plus ce côté-là qu'on va prendre en compte dans le côté galactogène, que de dire il y a une plante qui augmente la sécrétion lactée. Ça on peut pas le dire, mais c'est plus un tout en fait finalement d'action sur la lactation. Et en parlant de réconfort et de galactogène, je dis ça mais je dis rien, les maltesers, ça contient du malt et ça peut être galactogène. Ouais, on dit que le malt est galactogène, donc on a décidé que les maltesers l'étaient. Voilà. Bon, après on n'est plus du tout dans l'alimentation pas transformée, brute, colorée. Je pense que ce qui est vraiment important de dire, c'est que les snacks allaitement, enfin en tout cas chez nous et chez d'autres marques, il faut vraiment voir ça d'abord pour la maman. C'est un boost d'abord, comme tu disais, pour la maman. C'est un boost d'ocytocine. Vous allez vous faire du bien avec un snack qui est sain. Vous allez prendre le temps de le déguster avec votre bébé dans les bras. Ça va vous faire du bien et vous allez forcément vous sentir plus à l'aise et vous décontracter, et du coup, ça va mieux se passer. Et aussi, ça vous permet de vous rappeler que voilà, vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre alimentation aussi pour être moins fatigué. Donc, c'est plus un booster d'allaitement dans ce sens-là, plus qu'un côté, on va prendre des galactogènes pour espérer tirer plus de lait. Franchement, ce qui marche vraiment dans ces cas-là, c'est de consulter une IBCLC ou quelqu'un dont c'est la spécialité et qui va vraiment vous aider et vous sortir de là si vous avez un souci. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Et il y a un truc que j'ai pas dit d'ailleurs sur tes snacks encore. C'est ça aussi, c'est qu'ils se gobent pas en 3 minutes comme un Malteser ou un Anka sucré que tu aurais envie de te faire une fringale. C'est une texture qui fait que tu vas quand même, je trouve, le mâcher à son temps, l'apprécier, prendre le temps de le manger. Tu es obligé en fait, tu ne peux pas, sinon tu t'étouffes en fait, si tu veux vraiment le gober. Et donc c'est vrai que c'est intéressant en fait. Je sais pas si c'était calculé, mais c'est vrai que ça t'oblige à prendre le temps de mâcher et de l'apprécier, et voilà, vraiment plutôt que se faire un Kinder Bueno, parce que en fait, moi c'était mon truc d'aller dans mon casier, j'ai dit de manger le petit snack en me faisant une micro-pause, parce que j'avais pas trop de pause, que j'aurais fait la même chose avec du chocolat et ça m'aurait juste fait un pic de glycémie et j'aurais pas été bien derrière. Enfin, voilà. Moi encore maintenant, 10h15, je fais ma petite pause avec mon petit snack. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est le thé et le café, est-ce qu'ils sont amis ou ennemis dans notre allaitement, dans notre postpartum? En fait, certains aliments et boissons comme le café, le thé, le maté ou le cacao qui contiennent de la caféine, donc c'est une substance aux effets stimulants dont l'intensité augmente avec la quantité consommée, certains bébés y sont plus sensibles que d'autres et peuvent présenter une irritabilité accrue ou des troubles du sommeil si la caféine passe dans le lait maternel, parce que oui, elle passe dans le lait maternel. Alors, plus le nourrisson est jeune, plus il est immature, donc plus son organisme va éliminer lentement la caféine. Et ça, c'est encore plus marqué chez les bébés qui sont prématurés. Alors, pas de panique, chez la majorité des femmes allaitantes, si le bébé est né à terme, on a tout à fait le droit à une consommation modérée de caféine, parce qu'on en a besoin. Quand je parle de consommation modérée, on parle de 2 tasses par jour, en fait. Là, ça pose généralement pas de problème. Après, on peut avoir des bébés qui ont des métabolismes plus ou moins abouti, je ne sais pas si le mot est adapté, mais on peut avoir besoin d'ajustements nécessaires. En fait, justement, on en a parlé, si on se rend compte que son bébé est plus irritable, a des troubles du sommeil, alors troubles du sommeil chez le nourrisson, vaste blague. On ne peut pas dire que c'est que à cause du café, je pense. On ne peut pas vraiment définir le truc, mais voilà, si on constate qu'après avoir, comme chez nous, moi maintenant je sais que si je bois des cafés trop tard, j'arrive pas à m'endormir, voilà, malgré la fatigue. Donc c'est pareil, en fait, si vous voyez que votre bébé il est épuisé et qu'il lutte, ou qu'il est plus irritable, ou voilà, en fait on va se poser la question de la consommation de café et potentiellement la diminuer. Et quand on parle de café, caféine, tout ça, par précaution, c'est bien aussi de limiter et d'éviter carrément les boissons énergisantes dont certains composants ne sont pas encore bien évalués sur le plan scientifique. Donc ça, vraiment, on peut vraiment laisser de côté. De toute façon, souvent, c'est hyper transformé, hyper chimique.
pas fou le Red Bull, quoi. Et on en a parlé tout à l'heure, mais le café, ça peut diminuer l'absorption du fer dont on a parlé. Donc là, on parle de consommation supérieure à, c'est très précis, 450 millilitres par jour. Bah oui, il y a des Moi, études. c'est toujours plus que 2 tasses, quoi. Ouais. Là, ouais, il y a un risque, donc ça peut augmenter le risque de carence en fer chez la maman. Et donc la question méga existentielle, comment bien manger avec un bébé H24 dans les bras? Prenez des petites notes, on va tenter de vous donner des conseils et des astuces pratiques pour vous faciliter le quotidien. Bon, déjà, on peut opter pour des solutions pratiques, tout ce qui est bocaux, surgelés, conserves, salades prêtes à l'emploi, les soupes en briques. En fait, les soupes en briques, on ne dirait pas, mais la plupart ont des compositions tout à fait clean et donc tout à fait OK dans ta grossesse et ton postpartum. Et moi, je peux vous conseiller les applications comme Joe. Je pense qu'il y en a d'autres, mais donc c'est J-O-W. J'ai aucun partenariat, j'aimerais bien. Mais en fait, c'est hyper pratique. Tu choisis tes recettes en fonction de tes goûts, de combien tu es dans la maison, de ce que tu as comme ustensiles, de ce que tu as déjà dans ta cuisine, de ce que tu as comme préférence alimentaire ou restrictions. Et ça te fait tes recettes, ça te fait ta liste de courses et donc ta liste de drive. Et après, tu peux compléter ton drive en fonction s'il te manque des couches, des lingettes, des compotes, etc. Et du coup, en fait, ça, je trouve que ça facilite complètement ton quotidien, surtout si c'est ton mec qui va chercher le drive. Hein. Donc ça, c'est tout bénef. Et aussi, du coup, il n'y a plus de « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Eh ben, en fait, chérie, tu regardes sur notre appli, il y a toutes les recettes et il y a tout dans le frigo. Donc voilà, tu peux gérer. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et en termes d'autres trucs pratiques, il y a les bouillons de Jolie Mama qui peuvent être un véritable allié dans ta cuisine. Et vraiment, quand t'as pas le temps, je pense que déjà, c'est réconfortant de boire un bouillon tout chaud. En plus, ça prend 3 minutes à boire. Donc vraiment, si tu arrives à peser ton bébé uniquement 3 minutes, c'est hyper pratique et ça te facilite quand même la vie. Donc on peut en acheter des tout prêts, mais on peut aussi bien les faire. Je sais pas si tu as des conseils, Marie. Les conseils, c'est de le faire mijoter le plus longtemps possible. Si vous pouvez un petit peu aussi écraser, entre guillemets, les os, les faire revenir un petit peu et après rajouter légumes et eau et mettre aussi un soupçon de vinaigre de cidre, ça va aider justement à libérer le collagène des os. Voilà, ça c'est un peu les petites astuces. Après, nous, on a une recette qui nous avait été donnée par Julia Simon sur notre site internet si vous voulez aller faire votre bouillon. Voilà. L'avantage des bouillons tout près des nôtres ou d'autres bouillons, c'est que on mesure, en fait, on fait systématiquement des analyses sur le collagène pour vraiment vérifier que il y a suffisamment de collagène dedans et on a des process, on peut vraiment aller extraire un maximum de collagène, ce qu'on peut pas forcément toujours faire chez nous. On n'a pas forcément 3 jours devant nous pour le faire ou une façon de entre guillemets, ce que je disais, d'écraser un peu les os pour libérer un maximum. Après, on peut demander à nos grands-mères. Je sais qu'elles font souvent des bouillons, non? Je sais pas, moi, c'est mon père qui m'en faisait, du coup. Quand j'étais en postpartum, il m'a fait du bouillon. Ah, génial. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire. Déjà, le concept de trouver une carcasse, tu sais pas comment on fait. Et alors, toi qui as plongé dans l'univers de la nutrition maternelle, c'est quoi la plus grosse idée reçue que tu entends tout le temps sur l'alimentation des mamans allaitantes? Alors, c'est pas vraiment une idée reçue parce qu'en soi, c'est vrai. C'est le fait que quoi qu'il se passe, quoi qu'on mange, le lait est toujours nourrissant. Et c'est vrai, on le disait, votre lait est toujours le meilleur pour votre bébé. Mais je pense que cette idée de se dire, c'est pas du tout important, votre alimentation, elle est un peu trompeuse. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est très rassurant et ça permet c'était je sais plus qui disait ça, mais on n'a pas besoin d'être une sainte pour allaiter. Je pense que ça, c'est complètement vrai. On n'a pas besoin d'être diplômé de nutrition, d'avoir un PhD en nutrition pour bien se nourrir. Mais c'est plus que, même si notre lait sera toujours un cadeau précieux, sera toujours nourrissant, il y a quand même certains nutriments qui dépendent de nos apports. Par exemple, certaines vitamines liposolubles, comme les vitamines du groupe B, la qualité aussi de nos oméga-3, des oméga-3 qu'on va avoir dans le lait. Si on a une alimentation qui est complètement dépourvue d'oméga-3, DHA,
notre lait sera pas aussi riche en DHA. Et ce qui va se passer, c'est que notre corps va aller prendre dans notre cerveau directement pour pour le donner dans le lait. Et ça va avoir aussi des impacts sur notre santé. Donc, c'est pas vraiment une idée reçue. C'est plus, voilà, quelque chose que parfois on se dit, ah, c'est pas grave du tout. Et c'est plus une prise de conscience, je pense, qu'on doit avoir dans ces moments un peu clés, aussi clés pour notre santé, quoi. Voilà, à la fois la grossesse et l'allaitement, de se dire, bah non, notre alimentation est importante et elle est précieuse à la fois pour nous et notre bébé. Et c'est clair qu'on se focalise beaucoup en fait sur la qualité du lait pour le bébé, mais on parle pas du tout de ce que ça peut impliquer pour la mère. C'est, on a parlé du fait d'aller puiser dans les réserves et d'induire des carences chez elle. Et c'est pour ça que c'est pas pour le bébé, c'est vraiment pour la mère qu'il faut insister sur la qualité nutritionnelle chez la mère du coup. Alors évidemment, une maman qui fait pas une dépression postpartum, c'est mieux pour son bébé, donc c'est bien aussi pour lui, mais on oublie souvent les mamans en postpartum. On se dit une fois que le bébé est sorti, de toute façon il n'y en a que pour lui, mais non, pensez à vous, priorisez-vous. Et l'assiette, c'est l'un des c'est le premier médicament d'ailleurs. C'est beau cette phrase. Ouais, et vraiment, oui. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Alors maintenant, on va parler de choses encore plus intéressantes, même si depuis tout à l'heure c'est méga intéressant ce qu'on dit. C'est les compléments alimentaires et c'est pourquoi on a invité Marie de Jolie Mama aujourd'hui dans notre épisode. En effet, la supplémentation nutritionnelle, elle n'est pas systématiquement nécessaire pendant l'allaitement et, on le dit depuis le début, elle ne remplacera jamais une alimentation équilibrée qui reste la priorité. Le seul complément vraiment indispensable, donc ça serait la B12 pour les mamans végétaliennes, c'est-à-dire qui ne mangent aucune source animale ou celles qui consomment très très peu de produits d'origine animale. Donc là, il faudrait se supplémenter. Et donc la B12, ça peut se prescrire par le médecin, mais surtout ça peut se doser en amont, voir si t'es carencé. L'iode, donc ça peut être aussi envisagé, on en a parlé tout à l'heure, parce que de nombreuses femmes enceintes en France présentent une carence modérée et les études suggèrent qu'une grande partie des nourrissons exclusivement allaités pourraient manquer d'iode. Mais là, encore une fois, tu l'as dit Cassandre, et on l'a dit déjà en amont, mais que ce soit l'iode ou la B12, on en parle avec son médecin et ou un diététicien. On fait pas de supplémentation sauvage, on n'est pas des cow-boys. Donc voilà, parce qu'un excès d'iode, c'est pas génial non plus, donc vraiment toujours être prudent sur la supplémentation, toujours essayer de l'apporter prioritairement par l'assiette et après faire un dosage sanguin éventuellement donc avec son médecin et voir les carences éventuelles et les supplémentations qu'on peut apporter. Les seules supplémentations qu'on peut prendre entre guillemets sans crainte, ça serait le magnésium. Notamment postpartum, ça peut être intéressant si vous êtes très fatigué, un petit peu stressé, ça peut aider. Et puis peut-être les oméga 3 aussi, le DHA. Notamment si vous êtes végétarienne ou végane et que vous n'avez pas d'apport de petits poissons gras, prendre du DHA sous forme végétale, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà. Puis après, toujours évidemment parler à votre médecin ou à votre diététicienne, ça c'est la base. Ou même à votre pharmacien. Et tout à fait, et tout à fait, les pharmaciens aussi sont vraiment formés là-dessus, donc il ne faut pas hésiter à leur demander. Ils connaissent aussi les différentes formes, parce que toutes les formes ne se valent pas, notamment pour le magnésium. Toutes les formes ne sont pas compatibles à l'allaitement aussi, toutes les... Bon, après, sur un magnésium, pas forcément. Non, mais pas le magnésium, mais des compléments alimentaires que tu prends. Ouais. Oui, dans les compléments alimentaires, parce que des fois, on va retrouver certains. Enfin, là, je pense, on a déjà parlé avec ceux pour les cheveux et tout ça, où on va rajouter des plantes et des plantes qui ne sont pas étudiées chez la femme allaitante, et du coup, on va éviter. On fait attention, on fait pas n'importe quoi. Mais et voilà. Et t'en as aussi parlé pour le fer, mais ça vaut aussi, on l'a dit aussi pour le magnésium ou d'autres. Voir avec du coup votre médecin, le diététicien, le pharmacien, pour essayer d'avoir, si vous devez être supplémenté, la forme la plus absorbable possible, pour éviter en fait d'avoir les effets indésirables qu'on a sur le fer quand c'est très dosé pour en absorber peu, c'est nul. Donc vraiment les plus biodisponibles possibles. Il y a vraiment des super marques aujourd'hui sur le marché qui permettent d'avoir des choses sympas. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, Marie, quand on est fatigué en postpartum, on a vite fait de demander des boosters à son pharmacien, donc de ces multivitamines, vitalité. Sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention en fait à la supplémentation pendant l'allaitement. Parce que comme tu le disais très bien, il y a tous les produits, toutes les plantes, même si c'est naturel, ça ne sera pas forcément compatible avec l'allaitement.
Donc vraiment faire attention aux produits type vitalité, beauté, etc., qui ne sont pas forcément compatibles à l'allaitement. Donc toujours privilégier des produits où il y a eu des études de sécurité sur les ingrédients qui sont certifiés entre guillemets compatibles à l'allaitement et voilà, et où les compositions ont été adaptées pour cette période sensible, parce que c'est voilà, vraiment, surtout les plantes, il faut faire attention durant l'allaitement. Il y a eu récemment là, un rapport de l'ANSES qui a été produit sur les plantes. C'est quelque chose, en tout cas nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le début. On a toujours fait des études de sécurité. C'est pas forcément aussi que la plante, ça peut être aussi la dose. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Et mieux vaut pas ne prendre n'importe quoi. Bon, je sais que parfois c'est difficile parce qu'on se dit ah, j'ai une perte de cheveux, etc. Mais voilà, beaucoup de produits, beaucoup de compléments alimentaires ne sont pas adaptés aux femmes enceintes et allaitantes. Et donc là, justement, on parle de Jolie Mama. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur les produits, sur leur production? Alors nous, presque tout est fabriqué en France, sauf les bouillons qu'on va fabriquer en Belgique. Donc vraiment, ça c'est du fabriqué en France, fabriqué à France à 100%. On a voulu avoir des formats très différents, justement pour pouvoir s'intégrer au quotidien, c'est-à-dire pas juste des compléments alimentaires, mais des granolas, des bouillons, on en parlait, des préparations pour boissons, des snacks. Voilà, vraiment un panel très riche de produits que vous pouvez intégrer à votre quotidien pour vous faire plaisir aussi, parce qu'il faut quand même... L'alimentation, c'est un plaisir. Et on n'est pas une marque que de compléments alimentaires. Donc vraiment, on a notre certitude, enfin cette certitude que tout commence dans l'assiette. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi des produits entre guillemets de food qu'on va sélectionner, dont on va vraiment sélectionner les ingrédients. On prend des ingrédients majoritairement bio. On prend, voilà, on essaye vraiment d'avoir des modes de cuisson qui sont extrêmement doux pour garder les nutriments. On prend voilà, des ingrédients le plus bruts possible. Et après, sur les compléments alimentaires, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir les formulations qui soient le plus clean possible, donc sans des excipients dont on peut se passer. Ou voilà, parfois c'est très compliqué de trouver, de formuler quelque chose, parce que la plupart de l'industrie va formuler avec des excipients, va prendre des formes qui sont peu chères, mais aussi très mal absorbées. Donc nous, en fait, c'est des produits qu'on consomme nous au quotidien en tant que maman, et qu'on a testé d'ailleurs. Et du coup, on prend vraiment les meilleurs actifs disponibles pour rentrer dans nos formulations. Voilà, c'est la qualité, c'est au cœur de nos préoccupations, et la sécurité. Ça, c'est vraiment important. On en parlait, mais la sécurité des compos, le fait que ça soit compatible, vraiment compatible avec la grossesse et l'allaitement, si on a, voilà, et c'est pas forcément très bien. La régulation n'est pas forcément là. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait le choix d'aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin que la régulation, euh, parce que on pense que c'est extrêmement important. En fait, on peut pas faire des produits et c'est des périodes tellement sensibles. Il faut vraiment faire attention. Bon, si on résume, non, il faut pas manger pour deux. Oui, il faut penser à bien s'hydrater. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation d'une maman allaitante, c'est avant tout du bon sens. Manger varié, équilibré et comme on peut, surtout les premiers mois. On peut conseiller d'avoir préparé des plats congelés en amont de l'arrivée de bébé ou de faire un peu la liste de tes envies à ton entourage qui vient te rendre visite. Et si on devait retenir qu'une seule chose de cet épisode d'1h30, ce serait quand on allaite, on mange de tout. En tout cas, merci Marie pour tous ces conseils hyper concrets. Avant de se quitter, si tu devais donner un seul conseil aux mamans allaitantes qui nous écoutent, ce serait quoi? Non, mais moi, vraiment, c'est une conviction, en fait. C'est vraiment prendre soin de ce que j'appelle le fuel en anglais. C'est limite son essence, tu vois. C'est voilà, à la fois par son alimentation, par l'exercice, aussi prendre soin de sa santé mentale, on n'en a pas forcément parlé. Parce que quand on donne, en fait, tellement pendant la grossesse, puis si on allaite une semaine, un mois, voilà, un an, 3 ans, etc., il faut vraiment veiller à ce que son réservoir soit plein. Donc, moi, ce que je conseille, c'est faire des analyses biologiques, surtout si vous allaitez sur la durée, voilà, régulièrement, pour checker que vous avez assez de vitamine D, de fer, etc. Et c'est voilà, surtout quand on est
comme moi, avec des grossesses rapprochées, des allaitements un peu non-stop, voilà, se faire accompagner par peut-être une diététicienne, en parler à son médecin pour se supplémenter. Je sais que moi, j'ai vraiment vu la différence entre ma première grossesse, mon premier allaitement, où j'étais clairement dénutrie, et mon troisième allaitement, où j'étais on fire, comme dit mon mari. D'ailleurs, il rigole un peu parfois en me disant, mais oh là là, votre troisième, elle est complète. Elle est trop excitée. T'as pris trop de trucs, t'as fait trop attention pendant ta grossesse. Là, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fabriqué entre guillemets, et ça me fait rire, mais vraiment, tu vois, je me dis, j'aurais jamais pu faire ce qu'on a fait avec Margot, avec notre équipe, où on a quand même un rythme extrêmement soutenu, si l'alimentation n'avait pas été un pilier en fait de ma vie ces 7 dernières années. Et ça, vraiment, j'en suis persuadée. Donc voilà, si j'avais un truc à vous transmettre, c'est ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui va vous aider en termes de fatigue, en termes de morale, en termes de prendre soin de vous, et voilà, et se dire que en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin de vos bébés, vos enfants. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et pour celles qui veulent découvrir Jolie Mama et ses produits, donc pensez pour les mamans, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Alors, on a un site jolimama.com et on commence à être aussi présente en pharmacie. Donc, peut-être en pharmacie, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien. Ouais, je vais en parler à Hélène parce que c'est une bonne idée. Et aussi, moi j'ai vu une info de fou. Vous allez sortir un livre avec Margot. Oui. On va sortir un livre sur la grossesse avec plein de recettes hyper gourmandes et qui vraiment, j'espère, vont aider les femmes en fait à avoir des idées faciles, simples pour prendre soin de son alimentation pendant 9 mois. Et puis après, voilà, on verra si on écrit une suite à ce livre. Mais voilà, pour le postpartum. Mais la grossesse, c'est vrai que c'est une période qui peut... On a tellement d'a priori sur l'alimentation pendant la grossesse, beaucoup d'interdits, donc on a voulu un peu alléger tout ça, remettre un peu de la gourmandise là-dedans et du plaisir, quoi. Finalement, c'est ça aussi qui est important dans l'alimentation, c'est d'abord le plaisir. Merci 1000 fois Marie, merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à une maman allaitante ou aux coparents, histoire qu'ils sachent quoi mettre dans son frigo. Et bien sûr, laissez-nous un avis, ça aide énormément le podcast à grandir. Et bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bouboum. D'ici là, prenez soin de vous et mangez bien. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboum soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.